Bienvenue sur le Caribou Podcast. Aujourd'hui, je vous présente un épisode assez particulier, car je reçois un grand ami qui n'est autre que l'artiste, le Grand Diblo. Ce podcast est dédié à la sortie de son tout premier album, Riziki, qui veut dire Destin, qui est déjà disponible partout, sur toutes les plateformes digitales et streaming, mais aussi sur Audiomack. J'ai l'honneur d'être le premier à l'interviewer là-dessus. Caribou Podcast est disponible partout sur toutes les plateformes de podcast telles que Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Et surtout, c'est totalement gratuit. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme dont vous m'écoutez pour ne rien rater et en parlez-en à votre entourage. Merci et laissons place à la conversation. Bienvenue sur Caribou Podcast, le Grand Diblo. Salut. Salut Monsieur Wadri. Merci de te joindre à moi. C'est un grand honneur et un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Il y a ton projet qui va sortir, qui s'appelle Riziki, qui sort le 30 septembre sur toutes les plateformes disponibles et sur Audiomack pour nos confrères qui sont aux Comores. Et avant tout, je vais te donner la parole pour que tu te présentes comme tu le souhaites. Bon, écoute, voilà, moi c'est le Grand Diblo. Je m'autoproclame être artiste rappeur comorien. Et je suis là pour une bonne cause, je pense, parce que je fais de la musique pour parler des thèmes qui me traversent l'esprit, mais au-delà des thèmes qui me traversent l'esprit, c'est une des disciplines que j'ai grandi avec depuis mon enfance. Et donc au fil du temps, après mes études, je me suis dit pourquoi lâcher cette passion-là qui m'a bercé jusqu'à me retrouver à cet âge-là, quoi. Oui, ouais, je te comprends. Pour nos auditeurs, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, on se connaît très bien. Oui. On vient de Fonbouni tous les deux. Bon, on se connaît très bien. Pour nos auditeurs, tu es un ami, tu es quelqu'un de très très important pour moi. Et voilà, je pense que tu es plus qu'un ami parce que pour moi, je te prends pour un petit frère. Voilà, on a grandi ensemble à la même cité. Donc, si j'ai accepté de faire cette interview-là, c'est parce que je sais que voilà, je vais être face à une personne qui me connaît très bien déjà et qui connaît bien la passion qui m'a conduit à faire ce projet. Ouais, merci beaucoup, ça fait plaisir. Je vais directement entrer dans le vif du sujet. Pourquoi mettre autant de temps pour sortir ton premier album, en sachant que ça fait à peu près 3-4 ans que tu rappes? Très bonne question. En fait, j'aime bien la question, comment tu l'as posée, parce que je voulais faire un rappel par rapport à l'évolution de la musique. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été dans le milieu de la musique comorienne depuis mon enfance. Donc à l'époque où il n'y avait même pas YouTube, ni le Facebook et tout. Mais voilà, même les studios d'enregistrement, c'était pas des studios d'enregistrement de qualité. Mais voilà, on faisait de la musique à l'arrache parce qu'on avait cette passion-là, on aimait chanter. Alors aujourd'hui, je me suis retrouvé avec, je pense, avec un niveau intellectuel qui est un peu plus élevé que le niveau que j'avais avant. Et donc en faisant mes études, je me suis dit oui, je ne dois pas lâcher cette passion-là qui m'a élevé. Mais je ne peux pas venir, à cet âge-là, je ne peux pas venir dire que ouais, je fais de la musique comme ça parce que j'aime chanter, c'est tout. Non. Ouais. Voilà, pour moi, je fais du rap pour le développement personnel. Voilà, okay. C'est-à-dire essayer de laisser des empreintes, que quel que soit le jour que je vais lâcher cette passion,
mais au moins les auditeurs, ils vont dire que voilà, il y a quelqu'un qui était de passage et il nous a laissé des choses. Oui, Tu vois ce que je veux dire? je vois très bien. Donc, parce que moi, je peux citer des artistes avec qui leur musique, voilà, ils nous ont élevés, comme Salma Liamir, comme Malèche, enfin, dans notre communauté comorienne. Oui, oui. Donc, moi, j'ai un rêve. Pourquoi dans les générations à venir, les jeunes de demain ne peuvent pas parler de moi un jour ou l'autre? Ok. Voilà, moi, c'est ça mon rêve, en fait. Bah, je peux te dire qu'on partage à peu près le même rêve parce que c'est pas pour rien que je fais ça aussi. C'est pour aussi Oui. voilà, laisser quelque chose, Exactement. Ouais, transmettre ouais. le peu de connaissances qu'on a, d'essayer de les transmettre. Ah oui, bah moi, te connaissant, je sais que tu es quelqu'un qui est vraiment dans le développement personnel. Tu as toujours envie d'apprendre, de rêver. Tu rêves d'aller plus loin. Tu t'arrêtes jamais et ça, c'est très bien. Donc, et moi, c'est un conseil que je pourrais donner à mes petits frères aujourd'hui qui s'orientent dans nos domaines, enfin, qui ont des similitudes par rapport à ce qu'on fait. Enfin, c'est pas forcément que ça soit la musique, voilà, ça peut être autre chose, ça peut être, voilà, de toute façon, chacun de nous a un talent à côté. Donc, mais la question est de savoir comment pouvoir exploiter ce talent-là pour persévérer vers l'essentiel. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Si, je vois très bien. Voilà. Bah, si on reste sur ce point de vue-là, est-ce qu'il y a un artiste ou quelqu'un ou quelque chose qui t'a inspiré dans ton processus de création de ce projet-là? Tu veux dire quoi? Parce que moi, j'ai commencé la musique depuis mon enfance. Oui. Après, quand je parle que j'ai commencé la musique depuis mon enfance, là, j'ai parlé d'une manière générale. Je ne veux pas dire que j'ai commencé le rap depuis mon enfance. Parce que le rap, je l'ai commencé en 2016. Oui, là, mais la musique, le chant, voilà, par rapport à l'école coranique, on avait un groupe de danse. En fait, j'étais quelqu'un qui était dans le milieu depuis mon enfance et voilà, beaucoup de gens me connaissent. On avait même un groupe de danse, Réseau Joe des Comores, Joe Herrera, Joe Botswan, Joe Bachege. Je pense que toi, tu l'as bien vu quand j'étais petit, quand j'étais avec ce groupe-là et qu'on a fait des différents concerts partout. Mais je te parle d'un artiste en particulier. Oui, mais alors maintenant, pour faire cet album. Oui, donc maintenant pour entrer dans le rap, honnêtement, je te dis la vérité. Avant, quand j'ai commencé mes études supérieures au Sénégal, je vivais avec un grand frère, voilà, qui était un consommateur sans modération du rap, surtout le rap français. Et voilà, et il me faisait écouter tellement du rap, alors que moi, à cette période-là, j'écoutais plus la musique congolaise que le rap. Congolaise. Voilà, la rumba, le dombolo et tout. Et voilà, et je me rappelle aussi de mon ami, mon frère même, que je le considère comme un frère, Big Such, qui est le précurseur de Cheza School, oui. Voilà, qui venait chez moi et qui me faisait écouter du Rof, de Booba, de Alonso, Psychiatre de la Rime à l'époque. Après voilà, ça restait juste une musique que j'écoutais, que j'ai kiffé. Mais c'était pas vraiment une inspiration qui me traversait l'esprit, que voilà, pour me dire que ouais, un jour ou l'autre, il faut que je sois artiste. Après, moi, quand j'ai commencé à écouter le rap comorien, j'avais déjà vu les freestyles de Chucky Mistares avant son premier album. Il sortait une succession de freestyles avant son premier album. Et donc, il y avait le freestyle numéro 9. Voilà. Je crois, oui. Ouais. Avec AST et Damosto Antide. Et j'ai entendu le couplet de AST. Et franchement, je te dis la vérité, ce jour-là, quand j'ai écouté ce freestyle, il y a eu un déclic. Voilà, j'ai eu un déclic par rapport au couplet de AST. J'ai répété, après je me suis dit, attends, ce mec, comment il rappe, c'est comme moi quand je parle du comorien, en fait. Et donc, par une approche intuitive, je me suis dit,
en fait, vu que voilà, moi je suis quelqu'un qui a toujours été dans le chant et tout, tu vois, je pense que voilà, je suis pas gauche en matière de chant, tout ça. Ça veut dire que ce mec-là, ce qu'il fait, je peux le faire. Oui, oui. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, ouais, je vais essayer. Je me suis amusé à faire un freestyle sur Facebook. Je m'attendais à ce que les gens se moquent de moi, mais au contraire, les gens, ils ont commencé à me dire que tu as des bons textes, mais il va falloir que tu travailles un peu ton flow et ton souffle et tout. Et donc moi, j'ai pris tous ces critiques-là et j'ai commencé à écouter de la musique à fond, à écouter du rap à fond. Mais là, différemment. Voilà, là, tu analyses. Exactement, à me documenter, voilà, mais vraiment aller au détail près, pas vraiment écouter du rap juste pour le plaisir, mais je voulais vraiment l'écouter parce que je savais que voilà, quand j'ai écouté le couplet d'AST, j'ai dit que voilà, pour le côté texte comorien, ça je peux faire, même mieux que ça, je peux le faire. Mais il reste la musicalité. Il va falloir que moi, je m'approprie à cette musicalité pour pouvoir trouver mon terrain, en fait. Et donc, quand j'ai commencé à approfondir, par rapport, à approfondir, à écouter de la musique rap au détail près et tout, j'ai commencé à trouver mes inspirations, j'ai commencé à trouver ma couleur de musique et j'ai commencé à trouver ma place en tant que rappeur. Okay. Voilà. Et franchement, je voulais juste rajouter par rapport de ça parce que au-delà de ce que j'ai cherché sur Internet pour me documenter dans le hip-hop et dans le rap, franchement, je peux citer vraiment des amis artistes qui étaient dans mon entourage et qui me donnaient pas mal de conseils. Voilà. Le premier, je peux citer même Don Diablo. Je pense que voilà, le premier jour que je voulais sortir le Sonyama Beats, je cherchais quelqu'un pour me faire la prod. Et moi, par rapport aux artistes rappeurs que je connaissais, il n'y avait personne que je connaissais quand je dis connaître, ça veut dire que voilà, vraiment, dans la vie réelle. Voilà, dans la vie réelle, une personne que je peux lui demander de me rendre un service. Et c'était lui. Et j'étais parti chez lui et tout, il m'a proposé des prods. Et après, j'ai en profité pour lui parler un peu de mes rêves, de mes ambitions, que voilà, j'ai envie de devenir rappeur. Et je me rappelle très bien qu'il m'avait donné pas mal de conseils, que voilà, commence déjà à écouter beaucoup de musique rap et tout, à écouter beaucoup d'artistes et essayer de trouver un peu ton style, ton genre de style qui peut te plaire en fait, tu vois. Voilà, il y a lui et il y a aussi les personnes qui ont vraiment fait le déclic pour que je devienne le rappeur que je suis aujourd'hui. Ah oui, je peux pas citer déjà sans citer 22 Williams et Caporal Chris qui m'ont vraiment aidé parce que la production. Voilà. Oui, exactement. Tsozi. Le jour que j'avais écrit le texte Tsozi, c'était Mastawesh qui m'avait contacté que il y a Willy qui a déjà acheté un studio et voilà, et Willy il avait besoin de moi pour lui rendre un service quelconque. Moi je lui ai dit écoute, c'est pas du tout un problème, Willy c'est un artiste que j'apprécie beaucoup, par contre s'il peut me rendre un service, parce que moi la notoriété, j'avais pas de notoriété à ce moment-là. Oui. Et donc, pour pouvoir capter un mec comme Capo, pour travailler avec lui, c'était un peu difficile par rapport à ma place en tant que rappeur. Oui. Donc, j'étais obligé de dire à Willy de me rendre service, voilà, de solliciter Capo pour pouvoir travailler avec moi. Mais quand je suis parti chez Willy, j'ai chanté Tsozi en a cappella, même Willy, il était motivé. Voilà, que j'enregistre le son dans son studio. Et lui-même, je me rappelle comme maintenant, il a acheté le studio et j'étais le premier artiste qui a fait l'enregistrement dans son studio. Pas lui, hein. J'étais le premier artiste avant lui, j'étais le premier artiste à avoir enregistré un son dans son studio. Ouais, et c'est lui-même qui l'a financé et il a même financé le clip. Donc c'est normal si aujourd'hui
tu vois, je parle de lui, je dis que non, c'est grâce à ce mec-là parce que après, il y a Capo, parce que Capo, il a accepté par la suite de venir me faire la prod, l'enregistrement, le mixage et le mastering. Mais l'idée, ça a été initié par lui. C'est lui qui a eu la motivation d'aller voir Capo et de lui dire, écoute, il faut que tu enregistres ce son. Il faut que ce mec, il vienne, il enregistre ce son dans mon studio. Et à partir de ce jour-là, on ne s'est jamais lâché. Il ne m'a jamais lâché. Il a toujours continué à me donner des conseils pour évoluer dans ma musique. Et franchement, Willy, là où tu es, franchement, tu peux dire que voilà, je suis vraiment reconnaissant et je te remercie beaucoup de ce que tu as fait de moi jusqu'à ce que je devienne le rappeur que je suis aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup à lui. Et en parlant de tout ce que tu viens d'expliquer, tout ça, est-ce que tu as l'impression que tu as une fanbase qui attend impatiemment ton album? Une fanbase qui attend impatiemment mon album. Alors, je veux pas dire que j'ai beaucoup de gens, contrairement à d'autres artistes qui ont vraiment une notoriété dans notre communauté. Mais ce que je peux dire, les gens qui m'ont écouté, ils restent vraiment accros à ma musique. Voilà. La minorité qui m'écoute, voilà, la minorité qui m'écoute, franchement, ils restent vraiment accros sur ma musique parce que moi, quand je fais un son, il faut vraiment que ça soit un thème qui me traverse l'esprit. Déjà, en parlant du thème, quelque chose que tu as vécu. Voilà. Et même, mais émotionnellement, il faut que ça te parle. C'est ça. En fait, c'est ça exactement. Parce que pour moi, la musique, comment je définis la musique? La musique, c'est le texte, mais le rythme aussi. Donc, ça veut dire que voilà, moi, je suis quelqu'un qui va passer mon temps à choisir déjà la prod, à étudier déjà le flow et les mélodies, tu vois, que je pourrais mettre dedans. Et après, à mettre beaucoup de temps, tu vois, pour écrire un texte qui peut choquer. Tu vois. Et donc, c'est ce qui a fait que, voilà, des gens qui m'écoutent, ils restent accros. Okay. Ils restent accros à mon rap. Après, peut-être qu'au fil du temps, je peux agrandir mon public. C'est le but du projet. Voilà, c'est le but du projet, c'est ça. C'est ça. Et tu en as parlé au début. Je voudrais que tu résumes ça en quelques lignes, vite fait, ton parcours de danseur. Parce que peut-être il y en a qui connaissent le grand Diblo, l'artiste, mais ils ne connaissent pas le Joe Diblo. Joe Diblo, voilà. Le danseur. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, parce que moi D'ailleurs, merci de m'avoir posé cette question parce que j'ai eu pas mal de confrères de mon entourage qui m'ont essayé de signaler par rapport à mon prénom artistique. Pourquoi le grand Diblo? Parce que il y en a un qui s'appelle Diblo Bango à Marseille, il y en a d'autres qui s'appellent DJ Diblo et tout. Moi, c'était pas du tout par rapport à une question de buzz. En fait, le choix de mon prénom artistique a été fait par rapport à mon parcours déjà de musique. Oui. Voilà. Parce que moi, de base, quand j'étais petit, voilà, je suis né comme ça avec ce talent de chant et de danse, en fait. Et c'était un grand frère qui était de mon quartier à Fumbouni, qui s'appelle Faisal Madame Jassir. C'était lui qui m'a attribué ce surnom de Diblo, en fait. C'était par rapport à... C'est dans l'intro même. Voilà, c'est dans l'intro, exactement. Ça, c'est dans l'intro, ça, je l'ai raconté dedans. Et d'ailleurs, les auditeurs qui vont écouter l'album, ils vont apprendre tout ça. Et c'était à l'école coranique, j'avais à peu près 6 ans, 7 ans comme ça. Le mec, il vient, il prend un stylo, et il vient au dos de mon t-shirt, il met numéro 10, Diblo Dibala. Moi, je ne savais même pas c'était quoi la signification. Imagine, j'étais petit, j'avais 6 ans, j'avais 7 ans. Mais à chaque fois que voilà, on me met un clip d'une musique congolaise, j'arrive à imiter. Voilà. Et donc, du coup, ce prénom est venu comme ça. Après, ton parcours. Du coup, il y a eu le Black Dance, je pense que tu connais. Oui. Voilà, c'est à Fumbouni, c'était le Black Dance qui a été initié par la famille Moumine, la famille Moumini, et qui recrutait pas mal des
des jeunes talents de la ville de Fumbuni pour former le groupe. Donc parmi ce groupe-là, il y avait des gens qui dansaient du hip-hop. Il y avait nous qui dansaient du dombolo. Oui. Ouais. Après moi, voilà. Moi je faisais partie des danseurs qui faisaient du dombolo et tout, quoi. Et donc après, j'ai passé par là et après ça a évolué parce qu'à cette époque-là, il y avait pas mal de concours, des concurrences. Parce que même à Moroni, il y avait Isa Isa, la bande à Metsadji, Awilo Logomba et tout. Il y avait le Jeune de la Différence, il y avait Jeune Académie. Et après, cette période-là, cette tendance-là avait pris fin. Donc il y avait Raison Joe et Seven Smack qui sont venus après, qui ont commencé à faire des sons à eux-mêmes et à monter des chorégraphies. Et moi, je faisais partie du groupe, enfin, j'étais parti quand ils ont fait leur premier son, parce que c'était des jeunes qui faisaient, enfin, c'était des mecs qui dansaient avec nous à l'époque. On faisait des concours et tout. On se croisait dans pas mal de battles et tout. Et donc, Joe Botswan déjà et Joe Bachege, enfin, ils me connaissaient déjà. Et donc, ça s'est fait naturellement. Voilà, ça s'est fait naturellement parce que moi, je traînais à Moroni. Et donc, quand un jour, ils m'ont vu dans un concert au foyer des femmes, directement, ils m'ont capté. Ils m'ont dit, écoute, il faut que tu viennes avec nous maintenant et que tu sois dans notre groupe et tout, parce que maintenant, c'est pas du dombolo. Mais là, tu vois que c'est du réel. On va danser, mais par rapport à nos propres musiques et tout. Et par là, j'ai vu que voilà, le chanteur principal, celui qui avait vraiment du talent en matière de musicalité dans le groupe, c'était Joe Herrera. Et ben, parce que Joe Herrera, c'est vrai, il s'inspirait des mélodies africaines et tout pour écrire nos sons, mais c'était le plus talentueux en matière d'écriture, parce qu'il avait une écriture complètement mature. Et il était un peu plus âgé que nous. Et donc moi, en traînant avec lui et avec le groupe, voilà, j'arrivais à apprendre des choses que je ne savais pas, que je n'avais pas dans mon talent. C'est-à-dire essayer d'écrire tes propres textes à toi pour faire un son de toi et tout. Voilà, ça je ne savais pas et ça j'avais appris. J'ai appris ça dans le groupe. Ce sont les premières personnes qui m'ont amené dans un studio pour enregistrer un son. C'était iconique. À l'époque, tu avais enregistré un son? Oui, j'avais enregistré un son avec le groupe. Mais à l'époque, tu as connu un grand succès. Oui, à l'époque, j'avais connu un grand succès par rapport à la danse. Dans toute l'île. Oh, oui. Dans toute l'île, Ngazidja, tu faisais des même à Moélie et Anjouan. Ah bon? Oui, on avait fait le tour d'Anjouan, on avait fait le tour de Moélie aussi. Oui, on était un groupe qu'on était vraiment connu dans les 3 îles. Et je pense que même à l'île de Mayotte, mais moi j'ai pas eu la chance d'aller à Mayotte, mais c'était Joe Botswan et DJ Lanio qui étaient partis là-bas. Et après avoir eu mon bac, du coup je suis parti au Sénégal et j'ai commencé à faire une autre vie que la musique. Tu t'es concentré dans les études. Voilà. Tout à l'heure, là, tu as expliqué un peu ce qui t'a réellement poussé à rapper ou à faire du rap. Mais est-ce qu'au début, tu t'es senti légitime de faire, d'écrire tes textes, de poser, de faire du Jamais rap? de la vie. Jamais de la vie. T'avais peur qu'on... Jamais de la vie, Wadri. Mais moi, un jour... Est-ce que t'es un imposteur? Non, jamais de la vie. Mais moi, un jour, je veux dire à AST que merci. Franchement, moi, j'ai envie de rester en contact avec toi. Il faut que j'apprenne à te connaître parce que si c'était pas lui... Oui. Si c'était pas lui, je me demande est-ce que j'allais m'intéresser à faire du rap. Ce mec, le premier jour, j'ai découvert le freestyle numéro 9 de Tchouki, Damost et lui. Alors là, j'ai fouillé dans toute sa chaîne YouTube pour réécouter ses sons. D'accord. Oui. Et là, j'ai écouté Zaha. Et j'ai entendu ce mec, des sons avec une série de punchlines. Ce mec, c'est un mec qui fait du rap pour les intellectuels, c'est pas possible, quoi. et moi, je me suis dit non, franchement. Et les remixes là d'Alonso, là, j'ai oublié le titre. Ouais. Il avait fait un remix d'Alonso. Oui. Ouais, je me rappelle. Finilé. Oui. Et lui, c'était Namouilé. Voilà, c'est ça. Ouais.
Lui, c'était Namou, il est. Et franchement, moi, quand j'écoute ce mec, comment il construit ses textes, de son introduction jusqu'à sa conclusion, j'ai dit non, mais c'est pas possible. C'est un magicien comme. En fait, moi, j'ai. Mais il fait partie des précurseurs. Ouais, il fait partie partie des précurseurs. Après, faut dire, il y a Cheikh MC qui reste toujours la légende du rap comorien. Si je me trompe pas, je crois qu'il faisait partie du groupe Les Pirates du Mike. Ah oui. Au tout début. Bah, tu vois, moi, je le connaissais même pas. Je le connaissais même pas, le mec. Après, il est parti en France. Non, mais tu sais, je le connaissais même pas. Et moi, quand j'ai commencé à enquêter sur lui, il est comment, enfin, qui est ce mec? Ben, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un pote à mes grands frères que je traînais avec. Surtout Youssouf. Youssouf Mimba. Oui. Youssouf Mimba, avec qui je dormais avec lui au Sénégal. Tu vois, c'est un grand ami à AST. Et c'était lui qui me faisait écouter du Booba. Et je me suis rendu compte qu'en fait, AST aussi, c'est un fan à Booba aussi. Oui. Tu vois, il y a aussi Sartawi. Sartawi de Ikoni et Fumbuni. Oui. Tu vois, et ce mec-là, il est de la même promotion que ces gens-là. Et c'est des gens que j'ai traîné avec. Et franchement, je te dis la vérité, moi, j'étais un mec qui faisait qui écoutait en matière de musique. Hein. Juste un auditeur. Voilà, j'étais juste auditeur par rapport à la musique congolaise. Maintenant, le chant, je l'ai fait quand j'étais à l'école coranique. Après, le comorien, la maîtrise de la langue comorienne, bah parce que je suis élevé dans une famille où je n'attends que ça. Mon père, ma tante, ma grande sœur, et tous les gens de chez moi, quand ils parlent, c'est vraiment du vrai comorien en fait. J'ai grandi dans une famille qui avait presque la maîtrise de la langue et après voilà, moi j'ai grandi dans ça. Donc j'ai essayé d'aliéner tous ces ingrédients pour essayer de trouver mon rapport à moi en fait. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est exactement ce que je voulais te demander là maintenant. Parce que quand on remarque bien par rapport à ceux qui t'écoutent, le premier critère qui ressort, c'est ta plume et cette manière que tu as de mettre en valeur le Shikomori. Et ma question c'est, est-ce que toi, tu penses que c'est très important, est-ce que c'est très important pour toi d'insister là-dessus et aussi d'en faire ta signature? Alors, écoute, moi, je vais te dire un truc. Quand j'étais petit, dans ma famille, on avait l'habitude d'écouter nos aînés raconter des contes de Mbaye Tchambwe tout le temps. Ah oui, c'était presque tous les jours. Et je me rappelle que, parce que moi je vivais le collège et le lycée, je l'ai vécu avec la petite sœur à ma mère, elle s'appelle Sania, et qui a une très très bonne maîtrise de la langue comorienne. Une très bonne. Oui, tous les jours, elle me racontait des contes de Mbaye Tchambwe, des citations, des proverbes, même des poèmes de Mbaye Tchambwe. Elle me racontait tout ça. Et je me rappelle quand j'étais petit, avec mes habitudes, parce que moi, tout ce qui me plaît, j'apprends par cœur. Okay. Et voilà, et les textes de Mbaye Tchambwe, voilà, j'apprenais par cœur via ma tante, en fait. D'accord. Donc... Et il y avait aussi mon père. Tu vois, tu connais très bien mon père, que voilà... il est devenu un grand notable aujourd'hui dans tous les mariages comoriens. Voilà, tu verras toujours mon père en train de prendre la parole. Voilà, la dernière parole, c'est juste pour honorer les familles et pour raconter la tradition du mariage selon la poésie de Mbaye Tchambwe et tout. Donc voilà, moi, je viens d'une famille comme ça, en fait. En fait, c'est naturel, t'as rien forcé là-dessus. J'ai rien forcé là-dessus. En fait, je viens d'une famille... Voilà, qui ne faisait que parler du vrai comorien au sens philosophique et au sens poétique du terme. D'accord. Et si on revenait à l'album, en globalité, qu'est-ce que tu as voulu transmettre avec cet album? Alors, moi, ce que j'ai voulu transmettre dans cet album, c'est que tout ce qu'on traverse dans nos vies, tu vois, c'est préétabli. Moi, je suis croyant et je crois au destin. D'où le risque. Voilà.
Le destin, c'est quelque chose qui est préétabli. Après, il faut faire très attention parce que j'ai des confrères, j'ai des collègues artistes, notamment Titi Le Fourbe et Bill Louise, comment ils abordent la notion de destin. Tu vois, après, moi, je ne sais pas si c'est un problème par rapport à la formulation syntaxique ou autre chose. En tout cas, je ne dirais pas que voilà, qu'il est loin de la... Enfin, qu'il est loin de la définition. Parce que moi, j'ai déjà écouté un de ses sons quand il disait... il avait dit quoi, enfin, dans l'album Monada, enfin, ouais, je crois que c'était un son dans le projet Le Coffre volume 2 de Dondé, où il disait Eshosha hangu shifani lorahane jazaya yabojea. Eshosha hangu shifani lorahane jazalo yabojea. Tu vois, en gros, c'est pour dire que voilà, bon, un auditeur quelconque, il peut dire que, en gros, le mec, il ne croit pas au destin. Mais je ne crois pas que c'est ça ce qu'il voulait dire vraiment. Parce que moi, je crois au destin. Le destin a pour moi quelque chose qui est préétabli. Mais c'est à l'être humain d'orienter son destin. Et je crois que c'est ça ce que Titi Le Fourbe voulait dire. D'accord. Que voilà. Ah, ok. Que en fait, c'est pas parce que oui, le destin, c'est quelque chose qui est préétabli. C'est pas parce que ouais, Dieu a fait ce qui nous permet de dire que Dieu a fait de toi un producteur de Walia Record, par exemple. C'est parce que c'est toi qui as cherché ce destin-là. Certes, Dieu il l'a établi, mais c'était toi. Pourquoi t'es pas devenu footballeur ou bien musicien? Mais tu es devenu un manager d'un label. Tu vois, c'était par rapport à tes acquis. Parce que, voilà, c'est comme il a dit notre prophète, Manijita Hadawajal. Tu vois, toi, tu t'es servi. C'est ça ce que j'ai appelé le développement personnel. Et toi, tu es un vrai capitaliste d'ailleurs. Tu vois, parce que toi, tu t'es servi de tes connaissances acquises, tu vois, pour devenir le producteur que tu es aujourd'hui. Oui, je vois très bien. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, ça, c'est ton destin. Et ça, tu ne peux pas le nier, tu ne peux pas le refuser. Tu vois? Moi, aujourd'hui, tu vois, je ne peux pas me forcer de devenir footballeur alors que je n'ai pas les talents pour devenir footballeur. Mais je suis devenu rappeur parce que les ingrédients nécessaires pour devenir rappeur, je pense que je les ai. Et beaucoup d'amis artistes aussi, ils me l'ont confirmé que je les ai. Donc, je peux dire que ça, c'est mon destin quand même. Oui, tu as très bien raison. Je vais parler un petit peu des featuring, mais pas tout le monde. Je vais commencer en particulier parce qu'il revient déjà au moins 2 fois, mais il a fait aussi des prods. Je vais parler de Joe Banjo, parce que c'est l'artiste qui a featuring à 2 reprises sur ton projet. Quelles sont vos relations? Alors, Joe Banjo, il faut dire que c'est quelqu'un que j'ai côtoyé il y a longtemps. À l'époque de la danse? Oui, il y a longtemps. En fait, dans mon parcours de musique, en commençant en parlant de la danse jusqu'au chant, jusqu'à devenir... Bon, pas le chant, parce que le chant, j'ai fait qu'à l'école coranique. Mais j'ai fait aussi le chant avec Raison Joe de Comores. Donc, je pense que là, Joban, il m'avait connu. Mais Joban, il m'a connu, je l'ai côtoyé à partir du moment que j'ai commencé à faire partie du groupe Raison Joe de Comores. Donc j'ai connu Joban. Et si je te dis que j'ai connu Joban, c'était pas une simple connaissance. C'est-à-dire c'était pour moi un grand frère. C'est-à-dire qu'après l'école, il se peut que voilà, je me retrouve chez lui, en train de parler de musique ou parler de la vie ou parler de tout et de rien. Et voilà. Et je voyais le talent de musique que ce mec il avait. C'est un génie. C'est un truc de ouf. Et après ça, moi, Et moi, quand il y a eu la sortie de Tsozi, produit par Caporal Chris, du coup, j'ai vu Joban qui avait partagé ce clip.
et qui m'a envoyé même des messages sur Messenger en me félicitant. Il a dit, bah dis donc, on ne savait pas que tu allais faire du rap, mais franchement, ton rap, il sonne bien, tu vois. Et moi, directement, quand j'ai vu Joban, tu vois, parce qu'il n'y a pas photo, pour moi, c'est lui le meilleur de la génération. C'est une de la, légende. c'est lui, de manière générale. de manière générale, aux Comores, la nouvelle génération de la musique comorienne, c'est Joban le meilleur. Ah oui. Ouais. Voilà. Moi, je n'ai pas encore vu un artiste comorien qui a dominé comme lui. qui a fait surtout ce que Joban a fait, parce que Joban, il déplaçait des gens. Quel que soit l'endroit où il fait un événement, les gens ils se déplaçaient Même nos mamans, massivement. Ils connaissaient Joban. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et quand j'ai la chance d'être honoré par un mec comme ça, je ne peux qu'être sûr de toi après. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je Et vois moi, très à bien. partir de là, quand il a validé, moi je lui ai dit, écoute, si toi tu me valides, eh ben faisons, moi j'ai envie que tu me produises, que tu fasses des prodos pour moi parce que j'ai un projet à préparer. Et il l'a fait très bien. Et oui, et il l'a accepté royalement. Et franchement, je prends cette occasion pour le remercier énormément parce que il m'a fait il m'a fait vraiment plaisir. Joban. Ouais. Il m'a fait vraiment du beau travail, d'un travail de qualité. Et surtout les conseils qu'il m'a donnés pour aborder ce projet. D'accord. Déjà, ma signature en tant que rappeur. Parce que il fait partie des mecs qui ont tout de suite compris ma plume. En fait, là où je voulais y aller. Oui. Donc, ma signature Niramoué, c'est Joban qui me l'a dit que voilà, ça va être ta signature à partir d'aujourd'hui. Et ça, c'est été fait après avoir fait Sozi. Mais moi, c'était pas une signature qui me traversait l'esprit. Ok. Voilà. Ok. Et ça, pourquoi Niramoué? Parce qu'en fait, lui, il faisait référence du Diblo que j'étais avant et du Diblo que je suis aujourd'hui. Ah oui. Ah, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Voilà. J'avoue, Et franchement, c'est un grand frère que je remercie beaucoup. De toute façon, lui, il le sait très bien. Et Que pour je le parler de respecte manière, énormément. merci beaucoup à Jobanjo. Et pour parler de manière globale des autres artistes, il y en a beaucoup qui ont répondu présent. Il y en a pas mal. Et c'est des artistes, on va dire, confirmés Oui. ou des légendes. Oui. Parce qu'il y a Jobanjo, il y a Pepe Killa. Il y a Master Wesh, Ah oui. il y a Lil Simba, Oui. Ah Et oui. donc il y a les il confirmés. y a Zion. Ouais. Moi aujourd'hui, je peux prendre le risque de dire Pepe Killa et Jobanjo, c'est des légendes. Oui. Ah bah oui. Après les autres, c'est des artistes confirmés. Oui. Ils sont déjà dans la scène, ils sont bien posés, ils sont tous connus. Oui. Et pour avoir écouté tout le projet, Oui. je peux dire qu'ils t'ont respecté. Oui. Et toi, comment t'as vécu ça? Bon, après, moi, franchement, la distinction entre légende et artiste confirmé, j'ai pas envie de dire que t'as pas raison. Hein. Enfin, tu as raison. Tu as raison parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour être une légende dans la musique, c'est pas parce que tu sais chanter, mais il faut prouver des choses. Oui. Il faut sortir des projets et il faut que les projets soient accueillis à bras ouverts par le public. Et ça, c'est l'étape plus difficile pour les artistes. Oui. Tu vois. Mais moi, j'ai une autre façon de faire de la musique en fait. Oui. Moi, je suis le mec qui peut tomber amoureux d'une voix, d'un artiste qui n'a même pas de la notoriété. Voilà. Enfin, qui n'est même pas connu, donc t'as pas qui n'est cherché, même pas connu des réseaux sociaux ou bien sur YouTube et tout. Moi, en fait, quand je me rapproche de la personne, Oui. j'apprends à le connaître déjà et après je vois son style de musique et si ça me correspond ou pas. Bon, Ok. pour Joban, je savais que voilà, moi j'avais rien à lui apprendre. C'est d'ailleurs, le contraire. voilà, c'était le contraire parce que moi j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Et d'ailleurs, le fait qu'un mec comme ça, il accepte, tu vois, de collaborer avec moi sur 2 morceaux, sur 2 sons de l'album, c'est qu'il m'estime être un artiste, Qui en vaut la peine. Voilà, qui en vaut la peine. Qui en vaut Et, la peine, c'est ça. et après, moi, les autres artistes, Lil Simba, c'est mon meilleur ami d'enfance. Même toi, tu le sais très bien. Oui. Et je connais Lil Simba, je connais son parcours de musique. Oui. Voilà.
Il a sorti plusieurs projets, même si c'est vrai que voilà, il n'a pas fait vraiment un buzz, il n'a pas vraiment agrandi son public. Mais il est très fort. Mais il est très 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 fort. Le public n'arrive pas encore à bien le comprendre, à bien le cerner. Il est très très fort. Il est très très fort. Il y a aussi Master Wesh. Oui, Master Wesh, c'est un ovni. C'est un ovni, c'est le genre de mec. Le son, il est incroyable. Voilà. Le son dans le projet. Oui. D'ailleurs, c'est un des sons que je vais clipper. C'est le genre de mec que tu le ramènes une prod. Lui, comment ça s'est passé? En fait, déjà, j'avais même pas prévu l'appeler pour faire cette collaboration par rapport à ce titre. Et donc, du coup, moi, quand j'ai eu la prod, directement, j'ai eu un déclic par rapport à la prod. J'ai essayé de trouver un refrain et poser mon premier couplet. Oui. Et donc, un jour, on devait se voir parce que Master Wesh, c'est un frère, c'est un ami. Oui. Vous voyez tous les jours. On se voit, en fait. En dehors de la musique. En dehors de la musique, on se voit avec Master pour parler de la vie en général, pour s'entraider. Voilà, c'est vraiment un frère avec qui j'ai traîné un peu avec. Et donc, du coup, ce jour-là, j'ai dit, écoute, je vais te faire écouter une prod et tu vas écouter comment j'ai chanté dedans. Parce que voilà, c'est un son que j'aurais aimé qu'il fasse partie de mon album. Oui. J'ai mis la prod, j'ai posé mon premier couplet et le refrain, et directement, le son l'a voyagé. Oui. Voilà, il ne voulait pas lâcher le truc, il dit vas-y, repull-up la prod, et repose encore. J'ai dit, est-ce que toi, tu es prêt de poser dedans? Il a dit, écoute, c'est pas une question que je suis prêt, je veux poser dedans. Tu vois? Ça, c'est incroyable. Et en 10 minutes, non, mais ce mec, c'est incroyable. En 10 minutes, il a trouvé un texte, il a trouvé son flow. En 10 minutes, il a écrit son couplet. Et directement, il m'a dit, écoute, j'ai un rendez-vous avec ma femme, mais je crois que je vais l'appeler pour laisser ce rendez-vous parce qu'il faut qu'on aille directement au studio là tout de suite là, pour aller enregistrer le son parce que le son il est incroyable. C'est à quel point il a vraiment de l'oreille musicale. Vous voyez, en fait c'est pas parce que voilà un artiste n'a pas de la notoriété, parce que avoir de la notoriété ça se joue aussi, tu vois. Oui. En fait, on a toujours besoin d'une équipe derrière. Ce que je viens de comprendre, c'est que tous les featuring qui sont dedans se sont faits naturellement. Voilà, c'est ça. Ok. Là, je vais te poser une question assez particulière. Je sais que tu as une fille. Oui. Et tu lui as dédié un son entier dans ton projet. Oui. Et quel message tu voulais lui faire passer à travers ce son? Je veux faire passer à ma fille. Oui. Ma fille, elle a 5 ans aujourd'hui. Donc si... C'est un son que tu espères. Non, mais parce qu'il y a plus tard. Non, mais parce qu'il y a plusieurs types de messages. Tu vois, le message adressé à un adulte, tu vois, oui. C'est pas le même message adressé à un adolescent. N'en parle même pas si on veut s'adresser à une fille de 5 ans. Tu vois. Moi, le son, comment je l'ai écrit, c'était juste pour prouver mon amour envers ma fille. Oui. Voilà. Que quand il va grandir, il va comprendre tout ce que j'ai raconté dedans. Ok. Voilà, parce que voilà, ma fille, j'ai eu la chance de la voir avec sa mère. Après, voilà, par malchance, notre relation conjugale avait pris fin. Oui. Et du coup, moi, je continue toujours. Je continue toujours de voir ma fille, d'être auprès d'elle, de veiller sur elle. Ce qui est très important. Voilà, et j'essaie de faire de mon mieux, tu vois. Oui. Et donc, moi, le message que je peux envoyer, c'est surtout à mes confrères responsables qui ont vécu la même expérience que moi, de leur dire que voilà, un enfant, c'est la moitié d'une richesse, tu vois. Moi, par exemple, ce que j'ai raconté dans Tsozi, ma mère, je l'ai connue à l'âge de 8 ans, 10 ans, entre 8 à 10 comme ça. Oui. Voilà. Ma mère biologique, je l'ai pas connue quand j'étais petit.
Tu vois, Oui. pour moi, ma mère, c'était la petite sœur à mon père, parce que c'était elle qui m'a élevé. Donc, aujourd'hui, entre moi et la mère de ma fille, notre relation conjugale a pris fin, mais ma relation avec ma fille ne prendra jamais fin. Bah oui, parce que c'est mon sang. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, moi, c'est ça ce que je voulais essayer de raconter dans mon son, en fait. Voilà. Okay. Tu vois, parce que même le mariage, j'ai raconté dans les sons, même le mariage, c'est le destin. Tu vois, c'est le destin qui a fait que voilà. Pourquoi aujourd'hui je me retrouve célibataire et en train de chercher une nouvelle femme, par exemple. Tu vois, voilà, c'est le destin. Ça, je ne peux pas le refuser. Après, je ne peux pas croiser les bras comme ça et me dire que en fait, c'est Dieu qui a fait que les choses soient comme ça. Tu vois, parce que dans la théorie du développement personnel, on dit toujours compte tes bienfaits et mets-les devant tes yeux. Tu vois, il faut arrêter d'en vouloir tout le temps. Dieu, c'est Dieu qui a fait que je sois pauvre. Non, si je suis pauvre, c'est moi. Parce que j'ai pas envie de bouger mes fesses, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Si je suis tel, c'est moi. Donc, je pense que l'être humain, en fait, moi, surtout ce que j'ai voulu véhiculer comme message dans mon album, il faut tout le temps que l'être humain arrive à se remettre en cause, à se remettre en question. Pourquoi tel événement m'arrive? Pourquoi pas à d'autres personnes? Ok. Tu vois? Oui, je vois très bien. Pour trouver de la bonne conduite, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je veux. Après, voilà. Sur ces bonnes notes, je voulais te demander, avant de clore ce podcast, est-ce que tu penses qu'on devait aborder une question qu'on a oublié de faire ou quelque chose qu'on a oublié de dire? Une question qu'on devrait aborder? Non, je pense qu'on a essayé d'aborder toutes les questions en résumé. D'accord. Après, pour tout savoir, faut aller écouter l'album. Voilà. En fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, mon album, je l'ai travaillé et je l'ai vraiment structuré. Et j'ai l'impression, à mon avis, après ça reste un avis personnel, c'est pas un avis global, mais à mon avis, je pense que voilà, quand tu écoutes mon album, tu as l'impression que tu fais, tu échanges avec moi. Tu as une conversation. En train de te découvrir. Voilà, en fait, tu fais une conversation avec moi. Voilà, et j'ai l'impression que quand tu m'écoutes, tu es en train de faire connaissance avec moi. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et faire connaissance de la vie en général. Parce que j'ai raconté beaucoup de choses. Il y a certes tes expériences, mais il y a aussi... Voilà. Non, mais parce que les expériences que j'ai vécues, est-ce que c'est tout le monde qui a vécu les mêmes expériences? En tout cas, c'est sûr qu'il y en a qui vont se reconnaître. Voilà, exactement. Oui. Voilà, exactement. Ok. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce podcast. Et du coup, avec ces mots-là, j'invite à tous ceux qui écoutent ce podcast, parce qu'il sortira sûrement après ton projet, donc de retourner et aller écouter le projet pour mieux te découvrir et mieux te connaître. Et on se dit à très bientôt. De toute façon, à très bientôt. L'album est disponible dans toutes les plateformes digitales à partir du 30 septembre. Donc, quand je dis est disponible, en fait, c'est du présent futur. Exactement. Voilà. Donc, l'album est disponible à partir du 30 septembre sur toutes les plateformes de téléchargement légal ainsi que sur Audiomack, parce qu'on sait très bien que voilà, moi j'ai besoin d'être écouté et surtout le premier public que je vise, c'est la communauté comorienne et on se connaît aux Comores que voilà, des problèmes de carte bleue pour être abonné sur Deezer ou bien Spotify ou bien iTunes. Voilà, alors que c'est mon premier public, ça va être une difficulté. C'est la raison pour laquelle j'ai fait exprès de le mettre sur Audiomack. L'album, il sera aussi disponible sur YouTube, qui est un lien que tout le monde peut écouter mon album sans payer, gratuitement. Après, ceux qui veulent les plateformes de streaming, voilà, exactement. Pour ceux qui veulent me donner un peu de la force en achetant l'album, voilà, vous êtes les bienvenus.
Et merci beaucoup. Et au revoir. Au revoir.